Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la nouvelle politique du président français Emmanuel Macron axée sur l'Afrique, mettre en marche une nouvelle plateforme de relations franco-africaines pour faire face à un profond sentiment anti-impérialiste français exprimé lors de sa présence à Ouagadougou, la capitale burkinabé, ce mardi. Et l'on note également qu'au-delà de l'annonce de la déclassification des archives françaises sur l'assassinat de Thomas Sankara, le président français s'est entretenu à bâton rompu avec une jeunesse estudiantine africaine préoccupée au sujet de l'avenir du franc CFA, mais aussi son insertion socio-professionnelle, la démocratie sur le continent et les questions de migration clandestine. Ces préoccupations doivent être débattues lors d'un sommet Union européenne-Union africaine auquel prend part le chef de l'État du Cameroun, sommet prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Analyse et décryptage à suivre dans le chapitre politique de ce journal. Et en économie, la société civile s'interroge sur l'existence d'une mine d'or à Ezeka dans le Nyong-Ekele. Elle interpelle déjà les pouvoirs publics sur la nécessité de préserver ces ressources minières en interdisant l'exploitation illégale. Vous les écouterez s'exprimer dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Pour lui, Emmanuel Macron, président français, cette traite négrière observée en ces temps modernes en Libye sont des crimes contre l'humanité. Emmanuel Macron qui s'est présenté devant la jeunesse africaine à Ouagadougou au Burkina Faso comme une génération qui n'a pas participé à la colonisation mais qui a vécu ce moment où le défunt président sud-africain Nelson Mandela s'est exprimé pour marquer et lutter contre l'apartheid. Emmanuel Macron qui veut s'affranchir de la France-Afrique pour construire une nouvelle relation franco-africaine afin de faire face à un profond sentiment anti-français qui s'est exprimé lors de sa visite au Burkina Faso. Des précisions avec Éric Martial Ndjomo. Pendant 1h40, Emmanuel Macron a démontré son style au Burkina Faso et à l'Afrique entière pour se démarquer complètement de ses prédécesseurs à l'Élysée dans le même exercice. Il a tranché d'entrée de jeu en déclarant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Pour lui, l'époque où la relation entre la France et l'Afrique s'apparentait à celle du maître à l'élève est terminée, surtout que sa génération, tout comme celle de nombreux jeunes Africains, n'a pas connu la colonisation. Je suis, comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je suis aussi d'une génération qui a été impressionné par la détermination de la jeunesse burkinabé à défendre, à 2 reprises, et parfois au prix de sa vie, les acquis de la démocratie et de l'état de droit. S'il a promis de s'engager pour mettre un terme au drame en Libye, il n'a pas hésité à qualifier ce commerce d'être humain de crime contre l'humanité. Emmanuel Macron a fermement condamné l'extrémisme religieux qui est à la base du terrorisme qui frappe de nombreuses parties de l'Afrique. La gente féminine a occupé une partie importante de ce discours avec sa nécessité d'émancipation et d'investissement pour le développement économique du continent africain. Cela passe aussi, selon le président français, par une démographie de choix pour ces femmes africaines. Macron s'est montré très à l'aise lors de la séance des questions-réponses devant des étudiants peu ordonnés et surtout des questions mal structurées et approximativement élaborées. Dans cet exercice, face à une question sur le franc CFA, Emmanuel Macron est resté sur sa ligne de pensée, à savoir que l'indépendance monétaire des pays de la zone franc ne dépend aucunement de la France. Le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or
burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Vous avez donc suivi le président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur l'avenir du franc CFA, la démographie, les questions de migration qui doivent être abordées demain à Abidjan en Côte d'Ivoire lors d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et le président de la République du Cameroun s'est déjà envolé pour Abidjan afin d'assister à ce sommet Union africaine, Union européenne, au cours duquel des questions relatives à cette présence importante des Africains et même des Camerounais en Libye, qui sont des immigrés clandestins qui souhaitent se retrouver en Europe. Ces questions seront abordées lors de ce sommet. Nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal. Et toujours sur le plan international, l'investiture du président Uhuru Kenyatta, boycottée par l'opposition, mais plébiscitée par une dizaine de chefs d'État africains au Kenya ce jour. On voit tout cela en images avec Sylvestre Hippolyte Zangao. La main sur la Bible et la Constitution. Uhuru Kenyatta prête serment pour un second mandat de 5 ans, non renouvelable. Plus de 60 000 fidèles et 13 chefs d'État africains ont assisté à cette cérémonie d'investiture au stade de Nairobi. Ce mandat, Uhuru Kenyatta le place sous le signe de la réconciliation et du développement économique du pays. Mais ses opposants ne l'entendent pas de cette oreille. Avec en tête de file le leader de l'opposition Raila Odinga. De nombreux manifestants sont descendus dans les rues pour contester une nouvelle fois sa réélection. En langue locale, Raila Odinga invite ses partisans à rester mobilisés afin que justice soit faite. Quelques heures avant le début de la cérémonie d'investiture, des manifestants ont forcé les grilles du stade. Il s'en est suivi alors de violents affrontements avec la police. Les échauffourées ont fait de nombreux blessés. Le Kenya reste donc sous l'emprise de profondes divisions ethniques et sociales. Et d'autres manifestations sont annoncées, car l'opposition a promis de poursuivre une campagne de désobéissance civile. Dans le reste de l'actualité, cette fois-ci nationale, une paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun est au centre d'une guerre farouche pour le contrôle de sa gestion. Le note qu'il y a des démons de la division qui prospèrent entre pasteurs et chrétiens à tel point que l'autorité administrative a été contrainte d'apposer des scellés plusieurs fois sur le temple de Dieu. Les tentatives de conciliation n'ont pas ramené la paix dans le cœur de cette communauté chrétienne. Du coup, depuis plusieurs mois, impossible de prier le Seigneur chaque dimanche dans cette paroisse située à Yaoundé. Reportage, Marcelin Gransop. Aussitôt réouvert, aussitôt scellé pour une deuxième fois, tel est le sort du temple EPC de Mendon Laodicée, un temple où depuis quelques années, la parole de Dieu a cédé la place à une guerre froide entre deux factions, lesquelles se battent pour le contrôle de l'Église, suscitant une sortie musclée de l'autorité administrative. Cette fermeture a été faite dans le cadre de mesures conservatoires, dans ce que nous appelons le maintien de l'ordre préventif. En effet, depuis un certain temps, une partie des chrétiens de cette paroisse ont opté pour leur autodétermination, alors que parallèlement des pasteurs sont affectés par des organes compétents de cette association religieuse, et toutes choses qui ont débouché sur un conflit entre les deux factions qui, la première fois, ont failli créer une déflagration, ce qui m'a amené à procéder à la fermeture. Une première fermeture qui date du 13 octobre 2017. Entre-temps, les différentes factions ont été invitées à la table du dialogue, aussi bien par le sous-préfet de Yaoundé 6 que la hiérarchie de l'Église. C'est ainsi que le 16 novembre dernier, le Conseil général de l'Assemblée générale de l'EPC a décidé de rétablir dans ses droits le pasteur Evina Jacques Olivier,
en demandant au camp d'en face de lui remettre les clés du temple en vue de sa réouverture. Un discours que les dissidents ont balayé d'un revers de la main. Cette décision a été défavorablement accueillie par les dissidents qui ont opté pour la violence. Tel que vous l'avez vu, ils ont occupé l'esplanade du temple pour un affrontement. Notre rôle étant de maintenir et de préserver le bon ordre. Il nous a été donc donné de prendre à nouveau un acte, c'est-à-dire une décision portant fermeture de ce temple jusqu'à nouvel ordre. Nous allons tout mettre en œuvre pour que l'ordre ne soit jamais perturbé. De la parole à l'acte, le temple a donc été à nouveau scellé le 25 novembre, jour prévu pour sa réouverture. Malheureusement, ce sont les chrétiens qui paient le prix fort de cette bataille rangée. Eux qui sont désormais privés de culte et autres activités marquant la vie de cette église. Approchés par nos soins, les deux factions qui se battent pour le contrôle de la paroisse Laodicée jouent au chat et à la souris et nous renvoient à plus tard pour nous donner leur version des faits. Entre-temps, les éléments de la brigade de gendarmerie de Biémassi veillent au grain sous la conduite de l'adjudant-chef-major Tchanga-Paul Cyril. Le hasard veut que la brigade et le temple Laodicée de Mendon ne soient séparés que par une laverie auto. Au-delà de cette guerre de leadership au sein de cette paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun, c'est la question de la gestion des fonds qui est à l'origine de la crise actuelle. C'est en tout cas l'analyse du sous-préfet de Yaoundé 6. Je vous propose de l'écouter. Ce qui nous surprend dans cette affaire, c'est l'agitation, la manipulation de l'opinion publique, ainsi que la dénaturation des faits qui font que souvent les gens veulent faire croire que les autorités veulent procéder aux arrestations, ils ont pour seulement créer la rébellion. Cette rébellion, c'est un problème d'intérêt. Ce qui se passe dans cette église, c'est un problème d'intérêt parce que les gens estiment qu'ils ont dépensé d'énormes sommes d'argent et qu'ils ne peuvent pas les perdre. Le moment est venu pour qu'ils essaient de récolter les fruits de leur travail. Nous restons sereins et nous allons tout mettre en œuvre pour que le bon ordre continue à régner aussi bien dans cette paroisse que sur toute l'étendue de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Après une longue réunion assez houleuse entre le syndicat des enseignants du supérieur, le recteur de l'université de Douala et des hauts responsables du ministère de l'enseignement supérieur, les enseignants ont décidé de reprendre le chemin des amphithéâtres et des promesses ont été faites pour résoudre leurs problèmes, notamment leurs revendications portant sur les conditions de travail, le cadre de travail, mais aussi certaines primes qui leur sont dues dans le cadre de leurs fonctions à l'université de Douala, des promesses et un échéancier qui a été évoqué. Compte rendu, Flavien Dongo. Face au recteur de l'université de Douala, les enseignants grévistes, après un peu plus de 3 heures de discussions à huis clos, ont obtenu un début de solution à leurs multiples revendications. Nous avons discuté en toute sincérité dans un vase clos et des échéances ont été proposées. Certains problèmes, notamment la question de l'eau et des toilettes, on nous a donné le début de solution. La grève est terminée. La concertation débutée à 17 h et qui s'est achevée à presque 21 h a amené les dispensateurs du savoir à cultiver le dialogue. Sous l'éclairage de la nuit, les enseignants grévistes ont cédé à nouveau aux promesses du recteur de l'université de Douala. Du moins, pour ce qui est de l'essentiel de leurs revendications, reléguées désormais au calendrier grec. En ce qui concerne le gros du problème, question des bureaux, j'ai personnellement, représentant le syndicat, commencé à travailler pour continuer à peaufiner la question des répartitions. C'est vrai qu'il y a encore quelques points sur lesquels nous devons discuter. J'attends les prochains jours pour vous dire si effectivement on est totalement satisfait ou non. Le recteur de l'université de Douala, quoique dubitatif dans son propos après la rencontre, a réussi à calmer les ardeurs des enseignants manifestants. Professeur François-Xavier Etoile, entouré de ses proches collaborateurs,
retrouve le sourire d'un homme quelque peu inquiet des heures auparavant. Je répète la même chose, vous voyez, vous m'amenez à la répétition. En fin de journée, après une longue discussion avec mes collègues, non, trêve de plaisanterie, nous avons échangé, nous n'avons occulté aucun problème. Nous sommes tombés d'accord, nous avons notre agenda et la plupart des problèmes avaient déjà des débuts de solutions qui vont être concrétisés dans les prochains jours. L'on rappelle que l'absence du recteur de l'université de Douala au sein du campus a permis aux enseignants syndicalistes d'exercer leur droit de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail, dans un temple du savoir presque abandonné dans une promiscuité qui laisse à désirer. Cette épineuse question du climat social est également une préoccupation majeure à l'hôpital général de Douala et la nouvelle présidente du conseil d'administration, Nalova Pauline Lyonga, a été invitée à pouvoir résoudre ce problème et assainir le climat social à l'hôpital général de Douala, mais veiller aussi à la révision du statut de cet hôpital. Ce sont les principales doléances qui ont été la feuille de route qui a été prescrite à la nouvelle PCA de cette structure hospitalière, mission confiée par le ministre de la Santé publique. Compte rendu, Donald Anouzwa. La présidence du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala rompt avec l'intérim assuré jusqu'ici par le professeur Roland Wandji depuis la disparition en 2011 du professeur Victor Anomangou qui en était le président. Et c'est à la faveur du décret présidentiel du 13 novembre 2017 que le professeur Nalova Pauline Lyonga Egbe a été nommé à ce poste. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le ministre de la Santé publique André Mamafouda a rappelé à la promue les responsabilités qui incombent au Conseil, dont elle a désormais la charge. Il y a deux instances importantes, le Conseil d'administration et la Direction générale. Chacun a un rôle bien défini. Et le président du Conseil a donc la charge de pouvoir conduire les grandes orientations et s'assurer que ces grandes orientations sont mises en œuvre par la Direction générale. Également, il importe que les textes de l'hôpital soient arrimés à la nouvelle loi de juillet 2017 pour qu'effectivement cet hôpital fonctionne suivant les canaux institutionnels préétablis. Et c'est conscient des missions qui sont siennes que le nouveau président du conseil d'administration va succinctement dévoiler les axes majeurs de sa feuille de route. Il faut faire le projet pour que l'hôpital fonctionne comme l'hôpital numéro 1 dans ces sous-régions. Là, il y a beaucoup de choses à faire avec le staff de l'université, avec le staff de l'hôpital. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Titulaire d'un PhD en littérature anglaise obtenu à l'université de Michigan aux États-Unis. Sur le plan professionnel, de 1993 à 1999, elle a été enseignante au département d'anglais à l'université de Boya, puis directrice des affaires académiques dans la même université, où elle sera promue en 2006 vice-recteur en charge de l'enseignement et de la professionnalisation, avant de se voir confier en 2012 les rênes de l'université de Boya. Un flou persiste sur la découverte supposée ou réelle d'une mine d'or située à Ezeka dans le Nyong-Ekele. La société civile interpelle déjà le gouvernement sur l'urgence des mesures à prendre pour éviter une exploitation illégale si l'existence d'une telle mine d'or est avérée dans le Nyong-Ekele. Des précisions avec Emmanuel Diop, Joël Essenge et Ike Cyril. Une rencontre d'apprentissage par les pairs pour les pays francophones d'Afrique. Voilà qui attire du beau monde au Sofitel Monfébé de Yaoundé. En présence du secrétariat international de l'ITIE, les travaux sont présidés par Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances, premier responsable de ITIE Cameroun. Mais les 12 pays d'Afrique francophone qui mettent en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives présents aux travaux de Yaoundé ont également une oreille attentive sur ce qui se passe à Ezeka, dans le département du Nyong-Ekele, où l'on annonce la découverte d'une mine d'or. On nous a rapporté qu'il y a fait ce gisement qui a été découvert. Mais je voudrais tout simplement dire que les ressources du sous-sol appartiennent à l'État. Et en ce faisant, il y a une procédure qui permet d'exploiter. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, est une coalition de gouvernements, d'entreprises, d'investisseurs et d'ONG,
en vue de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Si découverte de l'or il y a à Ezeka, son exploitation devrait répondre à une réglementation bien précise. On commence par un permis de recherche, on passe à l'exploitation et pour l'exploiter, on obtient un permis d'exploitation en bonne et due forme. Il y a les permis artisanaux qui permettent également à des orpailleurs camerounais d'exploiter l'or. Selon des statistiques, les pays en développement perdent près de 1000 milliards de dollars chaque année en raison de transactions corrompues ou illicites dans le secteur extractif. La transparence étant une source de richesse et non une menace, le gouvernement du Cameroun, à travers le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, devrait voir de près ce qui se passe à Ezeka, où l'on annonce la découverte d'une mine d'or. Se dirige-t-on vers un nouveau blocus de l'intégration régionale économique en Afrique centrale? L'engagement des différents gouvernements pour l'accélération du processus est confronté à une nouvelle fermeture de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale au niveau de Kiossi. Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. Un point noir figurait sur la note d'information portant sur la libre circulation des personnes en Afrique centrale. Même si le rapport fait au ministre ne l'a pas mentionné expressément, il y a que la Guinée équatoriale a récemment fermé sa frontière avec le Cameroun au niveau de Kiossi. Une fermeture qu'on pourrait ranger dans les faits divers, puisque ce n'est pas la première du genre. Sauf que celle-ci intervient au lendemain de l'engagement pris par les États de la CEMAC, y compris la Guinée équatoriale, d'ouvrir enfin leurs frontières à la libre circulation des personnes et des biens. Le représentant de ce pays voisin, présent aux travaux de Yaoundé, n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, alors que de nombreuses questions restent sans réponse à la suite de ce revirement. D'aucuns y voient la suite logique de la réticence dont la Guinée équatoriale a toujours fait montre chaque fois que la question de l'intégration sous-régionale a été mise sur la table. Malgré cette fausse note qui vient diluer l'enthousiasme des populations des États de la CEMAC, les ministres en charge de l'intégration en Afrique centrale ont réaffirmé leur détermination à mettre en place une communauté économique unique. Ce à travers le rapprochement des cadres institutionnels des trois communautés que sont la CEMAC, la CEAC et la communauté économique des pays des Grands Lacs. Au nom du président de la République, le Premier ministre a milité autant que les autres orateurs pour une accélération du processus de rationalisation des procédures d'intégration économique en Afrique centrale. C'est une décision des chefs d'État qui date de 2007. Déjà 10 ans que son implémentation piétine, alors même que plusieurs retombées sont attendues à la fin du processus d'harmonisation en termes de croissance économique, d'accroissement de la compétitivité des économies et d'amélioration des infrastructures de transport, entre autres. Des malfrats ont tenu en respect ce matin des employés et clients d'une microfinance située à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. En l'espace de quelques mois, c'est une 4e attaque dans des microfinances. La forte militarisation de la ville n'empêche pas l'évolution du grand banditisme au grand désarroi des populations. Stella Mbou et Julienne Berthe-Bissaye. Au lieu des food market, des bandits de grand chemin dictent leurs lois. Nous sommes à Bamenda, région du nord-ouest Cameroun. C'est ici que des malfrats ont tenu en respect employés et clients, leur obligeant de donner leur dû. 2 hommes sont arrivés ici disant qu'ils veulent payer leur facture d'eau. Je leur ai dit qu'on ne paie pas cela ici. 2 minutes après, un 3e est arrivé et a sorti l'arme, puis me l'a assommé sur la tête. Une attaque au cours de laquelle des blessés graves ont été enregistrés et conduits à l'hôpital régional de Bamenda. Alertés, les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux, s'enquérir de la situation. Les populations, encore stupéfaites, n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. L'un d'eux est descendu en courant, disant qu'on lui cède le passage. Nous ne savions pas que c'était l'un
des malfrats. Il est descendu ici avec du sang partout sur lui et cela nous a mis dans la confusion. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais le monsieur avait déjà pris la fuite. C'est après qu'on nous a fait comprendre que c'était l'un des malfrats. Jusqu'ici, rien n'indique si le butin a été emporté. Les responsables font la grande muette. Il faut rappeler que c'est la 4e attaque dans une microfinance en l'espace de quelques mois dans la ville de Bamenda. Où en est-on avec les projets de réhabilitation des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019? Vous le voyez en image, au stade de la réunification de Douala, pas l'ombre d'une entreprise. Dans ce stade, la vieille cuvette de Bépanda attend le début des travaux de rénovation en vue de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Aucune indication sur la date du début des 10 travaux. Le stade est hermétiquement fermé. L'état désastreux des voies d'accès traduit l'ampleur des travaux à réaliser. Le stade de la réunification est l'un des sites retenus pour la CAN 2019 et qui doit être rénové par une structure canadienne selon les premières annonces des pouvoirs publics et rien n'a débuté jusqu'ici. Restons en sport. Il est le seul Camerounais encore en course pour le Ballon d'Or africain 2017, Vincent Aboubakar. Quelles sont ses chances de réussite alors que le meilleur joueur de la CAN 2017 a été éliminé dans cette shortlist? On voit tout cela avec Emos Fongo et Gladys Sidé. Ils étaient 3 Camerounais au départ dans la liste de 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2017. 2 ont été recalés, Christian Bassogog et Fabrice Ondoa, dont les performances durant la CAN 2017 au Gabon ont marqué les esprits. Christian Bassogog avait d'ailleurs été élu le meilleur joueur de la CAN 2017. Mais les performances en dents de scie de ces 2 lions indomptables dans leur club ont joué en leur défaveur. Seul Vincent Aboubakar reste en course. Lui aussi, champion d'Afrique, le joueur brille en Ligue des Champions avec son club, le FC Porto. Le Camerounais est en concurrence avec 10 autres joueurs africains, à l'instar du Sénégalais Sadio Mané, du Nigérien Victor Moses ou encore du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Ballon d'Or africain en 2015. Le nom de l'heureux élu sera dévoilé le 4 janvier 2018 à Accra au Ghana. À cette occasion, le nom de la meilleure joueuse du continent en 2017 sera également connu. Aboudi Onguéné, meilleure joueuse de la CAN féminine 2016, est en lice avec Oziza Oshuala, championne et meilleure buteuse de la dernière CAN féminine et meilleure joueuse de l'année 2016. Gaël Enganamouit, qui a remporté l'édition 2015, ne figure pas parmi les nominés. À côté des distinctions individuelles, il y a les prix collectifs. Le Cameroun, champion d'Afrique, est nominé pour le titre de meilleure équipe de l'année 2017, ainsi que son sélectionneur Hugo Bros dans la catégorie meilleur entraîneur. La question de l'avenir de la jeunesse africaine préoccupe également la France. Emmanuel Macron a évoqué une nouvelle stratégie visant à se débarrasser de ces réseaux de la France-Afrique pour construire une nouvelle relation franco-africaine destinée à la jeunesse, aux femmes africaines, mais aussi à promouvoir la démocratie sur le continent, à renforcer la société civile et lutter contre l'immigration clandestine. Son échange à bâton rompu avec la jeunesse africaine a suscité une vague de réactions sur le continent africain. On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau le secrétaire général du Cameroun People's Party, le CPP. Franck Issi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi le président français ce midi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dans une université où il a élaboré, ébauché cette nouvelle relation franco-africaine axée sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'éducation des jeunes filles, mais aussi un vent de démocratie, sans vouloir donner de leçons à l'Afrique, selon ses propos. Comment vous avez apprécié de façon générale cette sortie d'Emmanuel Macron? Déjà, peut-être avant d'entrer dans le fond de son discours, permettez-moi de noter que, et pour le déplorer, que le gouvernement burkinabé a, parce qu'il accueillait le président Macron, fermé les universités et les écoles pendant 2 jours. Il me semble que pour un pays comme le Burkina et pour l'Afrique en général, qui a un retard manifeste de développement,
ce n'est plus le type d'attitude qui doit être passé inaperçu, il doit être dénoncé. La deuxième chose, c'est sur la forme. Et pour apprécier le fait que, voilà, on a un président français qui a bâton rompu du sud avec la jeunesse africaine. Ça, c'est un exemple pour les dirigeants actuels. Justement, cet exercice-là, sur la forme, qu'un président français vienne dans une université africaine, celle de Ouagadougou, pour demander aux étudiants africains et burkinabés de lui poser toutes les questions, quels que soient les sujets. Comment vous appréciez la démarche déjà? C'est une démarche à laquelle nous adhérons. Je vous rappelle que mon parti, en 2011, dans son projet de société, s'engageait chaque année, au moins 4 fois, à tenir le même exercice entre la présidente et éventuellement les membres de la société camerounaise. Mais pour revenir sur le discours de M. Macron, j'aimerais exprimer peut-être des accords et des désaccords. Pour commencer avec des accords, nous sommes d'accord avec lui que nous ne pouvons pas nous enfermer dans le passé. On ne peut pas éternellement vivre en ressassant ce passé, il faut le dépasser. La deuxième chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que l'Afrique est effectivement un continent central dont va dépendre en grande partie l'avenir du monde. L'Afrique aussi est un continent, nous sommes d'accord avec lui, qui fait face en même temps à toutes sortes de défis technologiques, démographiques, économiques, sécuritaires. Aucun autre continent. Concernant l'état de droit sur le continent. Voilà. Et le dernier point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que la solution repose en grande partie dans les mains de la jeunesse africaine. Maintenant, les points de désaccord. Ce sont lesquels? D'abord, il existe toujours une politique française, parce qu'il a affirmé qu'il n'y a pas de politique française. Il a dit qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, qu'elle n'existe plus désormais et qu'il veut construire une nouvelle relation franco-africaine. Il souhaite être là où il y a un vent de démocratie, où la jeunesse est prise en compte. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle redéfinition d'une relation entre la France et l'Afrique qui soit désormais regarder non pas le continent africain comme un seul pays, mais une cinquantaine de pays avec leurs spécificités culturelles, économiques et politiques? Écoutez, je pense qu'il y a une politique française de l'Afrique, oui, africaine de la France, si vous voulez, parce qu'il subsiste sur le continent africain des bases militaires africaines, il subsiste une stratégie de conquête des marchés, des ressources minières et du sous-sol des entreprises françaises en Afrique, et il subsiste une stratégie culturelle d'influence de l'éducation, de l'intelligentsia africaine. Donc il me semble que le dit, c'est un peu un propos démago, ça ne rencontre pas la réalité. La deuxième chose aussi, c'est de dire que même s'il ne faut pas s'enfermer dans le passé, en même temps, il faut ressortir et tourner définitivement certaines mauvaises pages de l'histoire. Notamment, pour un pays comme le Cameroun, on a un contentieux historique avec la France. Il y a eu des massacres qui ont eu lieu. Jusqu'à ce jour, on n'a pas totalement fait la vérité sur ces événements. Il ne me semble pas qu'on peut avancer sans rétablir la vérité et sans en tirer les conséquences. L'ancien président François Hollande avait avait promis la déclassification des archives françaises sur cette période douloureuse de l'histoire du Cameroun durant, bien sûr, ces années post-néo, avant la colonisation, avant l'indépendance, durant l'indépendance et juste après. Emmanuel Macron vient de réitérer la même annonce, cette fois-ci au Burkina Faso, où il promet la déclassification des archives françaises sur l'histoire de Thomas Sankara. À quoi cela va servir au continent africain? Donc, pour la gouverne de tous, ce n'est pas la même chose. Pour le cas du Cameroun, M. Hollande a fait un propos d'estrade qui consistait à dire qu'il va déclassifier des choses qui, de toute façon, étaient déclassifiées parce qu'après 25 ans, elles sont accessibles. Sauf que, pour le cas du Cameroun, ce qui relève des secrets d'État, ça n'est toujours pas déclassifié, première chose. Alors que ce n'est pas le cas au niveau du Burkina Faso. Mais c'est justement ce que Macron a dit, qu'il y a justement des documents classés pour le Burkina Faso qui ne sont pas déclassifiés. Est-ce que pour le cas du Cameroun aussi, il n'y a pas de documents qui restent encore classés top secret? Il y en a justement, et c'est la raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas la même chose avec le Burkina Faso. Maintenant, deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est important pour qu'on tourne la page de vraiment réécrire la vraie histoire et que il a dit en une phrase qu'il condamne les violences, il condamne tout ce que la colonisation a produit d'abject en termes de négation des êtres humains, mais il faut en tirer les conséquences. Il ne me semble pas que concernant les Juifs, par exemple, on se contente de le dire et on n'en tire pas les conséquences. Maintenant, le plus important n'est pas là. Le plus important, ce qui m'a aussi frappé, c'est une volonté, si vous voulez, de proposer aux Africains ce qui semble être les principaux enjeux de l'heure. Il a parlé du terrorisme, il a parlé des défis climatiques, il a parlé du défi de la migration, il a parlé de la place de la femme, etc. Mais il a curieusement
ignoré des questions fondamentales sur le plan économique. Il n'a pas parlé de développement économique, de développement industriel. Il a cité... et ce n'est pas lui de le parler. Justement, c'est vrai, mais il a cité les questions d'entrepreneuriat des jeunes avec une volonté de redéfinir le rôle des entreprises françaises sur le continent africain, d'accès à la formation pour que les jeunes soient plus compétitifs. Est-ce que sur ces questions de développement économique, justement, ce n'est pas à la charge des politiques intérieures africaines? Évidemment, nous sommes les premiers à dire que nous devons absolument décoloniser notre perception, notre rapport à la France. Quand je dis décoloniser, c'est-à-dire cesser de donner à la France plus de poids qu'elle n'en a. Cesser de faire croire que la France peut nous contraindre contre notre gré à agir contre nos intérêts. Mais en même temps, il faut dire la vérité sur ce qui est. Beaucoup de multinationales françaises continuent aujourd'hui à faire de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale, à nouer des contrats qui ne sont pas toujours transparents avec des gouvernements. Et l'État français lui-même n'est pas toujours totalement clair sur un certain nombre d'actes de dictature qui subsistent sur le continent africain. Donc peut-être nous n'attendons pas que la France vienne nous libérer parce que manifestement, d'une manière ou d'une autre, elle en profite. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut dire ce langage de vérité. Mais une fois qu'on a dit ça, j'aimerais faire notre commentaire sur l'échange qu'il y a eu avec les Justement, les on a suivi des jeunes étudiants qui sont en cycle master pour la plupart et les questions étaient essentiellement centrées sur des questions de politique intérieure, interpellant sur les problèmes d'électricité dans les amphithéâtres, sur l'avenir d'insertion socio-professionnelle de cette jeunesse estudiantine, mais aussi des questions mal formulées des fois. Oui, malheureusement, mais je crois qu'on a pu observer 3 types d'état d'esprit, ou ce que j'appelle 3 types d'esprit, dans le rapport avec M. Macron. De façon générale, ça définit un peu le rapport que nous, Africains, avons avec les anciennes puissances colonisatrices. Le premier, c'est un esprit dominé. Ce sont des jeunes qui pensent que fondamentalement, ils seront toujours à la traîne et que leur salut vient de la magnanimité de celui qui hier les avait mis dans cette situation de sous-humanité. Ils croient que M. Macron est là et il a le pouvoir ou le devoir de remédier à leurs conditions de vie. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'esprit révolté. Ce jeune qui pose des questions sur le franc CFA, qui dénonce un certain nombre de pratiques qu'il qualifierait, qu'il attribuera à la France. Ça, c'est un esprit qui se nourrit de la révolte, qui se plaît à dénoncer les complots, à dénoncer, si vous voulez, le côté obscur de la politique française en Afrique. Mais il me semble que c'est des états d'esprit qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Parce qu'une chose aussi que nous devons tirer, c'est que nous devons avoir un esprit conquérant. Nous devons cesser d'attendre de la France qu'elle vienne nous libérer. Nous devons rompre dans nos têtes avec cette servitude volontaire. Aujourd'hui, nous avons plus besoin non pas de l'aide française, mais de mieux gérer nos ressources. Nous avons non pas besoin que la France vienne nous soutenir dans nos efforts, mais nous avons besoin de nous débarrasser des obstacles internes à notre propre développement. Et l'un de ces obstacles, justement, c'est cette immigration clandestine et cette nouvelle traite des jeunes Africains observés en Libye. Et il y a un sommet Union africaine-Union européenne prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire, auquel doit prendre part le chef de l'État du Cameroun. Pour vous, quelles doivent être les priorités des dirigeants africains pour éradiquer ce phénomène? Première chose, il faut que les Africains cessent d'être réactifs, ils doivent être proactifs. Normalement, ils devraient déjà se consulter et développer une stratégie pour pouvoir négocier avec l'Union européenne. C'est ce qui n'est pas fait, malheureusement. Ça, c'est un problème. On croit toujours que c'est à l'Europe de gérer nos propres problèmes. La deuxième chose, et c'est pour le dénoncer, c'est le fait que un chef d'État comme le chef d'État camerounais, on ne le voit pas actif, présent, visible sur les théâtres camerounais, mais il est toujours pressé d'aller dans des messes où sa voix en réalité ne compte pas. Sa voix va se dissoudre dans celle des autres. Et ça, il faut le dénoncer. C'est ça le véritable problème. L'immigration clandestine, c'est une conséquence de ce type de problème où on n'a pas des chefs d'État africains qui peuvent discuter tête à tête avec les enfants, discuter des solutions, construire avec eux les nouvelles solutions et construire l'Afrique de demain. C'est ça le problème principal. Donc, tant qu'à la tête de nos États, nous aurons des personnes qui n'ont pas compris que le monde a changé, qu'il faut s'adapter et qu'il faut anticiper, on aura toujours des jeunes qui meurent dans le désert et dans les mers. Merci Franck. Ici, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Cameroun People's Party. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé.
Bonne soirée sur Equinox Télévision. Sois jamais perturbé. De la parole à l'acte, le temple a donc été à nouveau scellé le 25 novembre, jour prévu pour sa réouverture. Malheureusement, ce sont les chrétiens qui paient le prix fort de cette bataille rangée, eux qui sont désormais privés de culte et autres activités marquant la vie de cette église. Approchés par nos soins, les deux factions qui se battent pour le contrôle de la paroisse Laodicée jouent au chat et à la souris et nous renvoient à plus tard pour nous donner leur version des faits. Entre-temps, les éléments de la brigade de gendarmerie de Biemassi veillent au grain, sous la conduite de l'adjudant-chef-major Tchanga Paul Cyril. Le hasard veut que la brigade et le temple Laodicée de Mendon ne soient séparés que par une laverie auto. Au-delà de cette guerre de leadership au sein de cette paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun, c'est la question de la gestion des fonds qui est à l'origine de la crise actuelle. C'est en tout cas l'analyse du sous-préfet de Yaoundé 6. Je vous propose de l'écouter. Ce qui nous surprend dans cette affaire, c'est l'agitation, la manipulation de l'opinion publique, ainsi que la dénaturation des faits, qui font que souvent les gens veulent faire croire que les autorités veulent procéder aux arrestations, ils ont pour seulement créer la rébellion. Cette rébellion, c'est un problème d'intérêt. Ce qui se passe dans cette église, c'est un problème d'intérêt parce que les gens estiment qu'ils ont dépensé d'énormes sommes d'argent et qu'ils ne peuvent pas les perdre. Le moment est venu pour qu'ils essaient de récolter les fruits de leur travail. Nous restons sereins et nous allons tout mettre en œuvre pour que le bon ordre continue à régner aussi bien dans cette paroisse que sur toute l'étendue de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Après une longue réunion assez houleuse entre le syndicat des enseignants du supérieur, le recteur de l'université de Douala et des hauts responsables du ministère de l'enseignement supérieur, les enseignants ont décidé de reprendre le chemin des amphithéâtres et des promesses ont été faites pour résoudre leurs problèmes, notamment leurs revendications portant sur les conditions de travail, le cadre de travail, mais aussi certaines primes qui leur sont dues dans le cadre de leurs fonctions à l'université de Douala, des promesses et un échéancier qui a été évoqué. Compte rendu, Flavien Dongo. Face au recteur de l'université de Douala, les enseignants grévistes, après un peu plus de 3 heures de discussions à huis clos, ont obtenu un début de solution à leurs multiples revendications. Nous avons discuté en toute sincérité dans un vase clos et des échéances ont été proposées. Certains problèmes, notamment la question de l'eau et des toilettes, on nous a donné le début de solution. La grève est terminée. La concertation débutée à 17 h et qui s'est achevée à presque 21 h a amené les dispensateurs du savoir à cultiver le dialogue. Sous l'éclairage de la nuit, les enseignants grévistes ont cédé à nouveau aux promesses du recteur de l'université de Douala. Du moins, pour ce qui est de l'essentiel de leurs revendications, reléguées désormais au calendrier grec. En ce qui concerne le gros du problème, question des bureaux, j'ai personnellement, représentant le syndicat, commencé à travailler pour continuer à peaufiner la question des répartitions. C'est vrai qu'il y a encore quelques points sur lesquels nous devons discuter. J'attends les prochains jours pour vous dire si effectivement on est totalement satisfait ou non. Le recteur de l'université de Douala, quoique dubitatif dans son propos après la rencontre, a réussi à calmer les ardeurs des enseignants manifestants. Professeur François-Xavier Etoua, entouré de ses proches collaborateurs, retrouve le sourire d'un homme quelque peu inquiet des heures auparavant. Je répète la même chose, vous voyez, vous m'amenez à la répétition. En fin de journée, après une longue discussion avec mes collègues, non, trêve de plaisanterie, nous avons échangé, nous n'avons occulté aucun problème. Nous sommes tombés d'accord, nous avons notre agenda et la plupart des problèmes avaient déjà des débuts de solutions qui vont être concrétisés dans les prochains jours. L'on rappelle que l'absence du recteur de l'université de Douala au sein du campus a permis aux enseignants syndicalistes d'exercer leur droit de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail, dans un temple du savoir presque abandonné dans une promiscuité qui laisse à désirer.
Cette épineuse question du climat social est également une préoccupation majeure à l'hôpital général de Douala, et la nouvelle présidente du conseil d'administration, Nalova Pauline Lyonga, a été invitée à pouvoir résoudre ce problème et assainir le climat social à l'hôpital général de Douala, mais veiller aussi à la révision du statut de cet hôpital. Ce sont les principales doléances qui ont été la feuille de route qui a été prescrite à la nouvelle PCA de cette structure hospitalière, mission confiée par le ministre de la Santé publique. Compte rendu, Donald Anouzwa. La démographie, les questions de migration qui doivent être abordées demain à Abidjan en Côte d'Ivoire lors d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et le président de la République du Cameroun s'est déjà envolé pour Abidjan afin d'assister à ce sommet Union africaine, Union européenne, au cours duquel des questions relatives à cette présence importante des Africains et même des Camerounais en Libye, qui sont des immigrés clandestins qui souhaitent se retrouver en Europe. Ces questions seront abordées lors de ce sommet. Nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal. Et toujours sur le plan international, l'investiture du président Uhuru Kenyatta, boycottée par l'opposition, mais plébiscitée par une dizaine de chefs d'État africains au Kenya ce jour. On voit tout cela en images avec Sylvestre Hippolyte Zangao. La main sur la Bible et la Constitution. Uhuru Kenyatta prête serment pour un second mandat de 5 ans, non renouvelable. Plus de 60 000 fidèles et 13 chefs d'État africains ont assisté à cette cérémonie d'investiture au stade de Nairobi. Ce mandat, Uhuru Kenyatta le place sous le signe de la réconciliation et du développement économique du pays. Mais ses opposants ne l'entendent pas de cette oreille. Avec en tête de file le leader de l'opposition Raila Odinga. De nombreux manifestants sont descendus dans les rues pour contester une nouvelle fois sa réélection. En langue locale, Raila Odinga invite ses partisans à rester mobilisés afin que justice soit faite. Quelques heures avant le début de la cérémonie d'investiture, des manifestants ont forcé les grilles du stade. Il s'en est suivi alors de violents affrontements avec la police. Les échauffourées ont fait de nombreux blessés. Le Kenya reste donc sous l'emprise de profondes divisions ethniques et sociales, et d'autres manifestations sont annoncées, car l'opposition a promis de poursuivre une campagne de désobéissance civile. Dans le reste de l'actualité, cette fois-ci nationale, une paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun est au centre d'une guerre farouche pour le contrôle de sa gestion. Le note qu'il y a des démons de la division qui prospèrent entre pasteurs et chrétiens à tel point que l'autorité administrative a été contrainte d'apposer des scellés plusieurs fois sur le temple de Dieu. Les tentatives de conciliation n'ont pas ramené la paix dans le cœur de cette communauté chrétienne. Du coup, depuis plusieurs mois, impossible de prier le Seigneur chaque dimanche dans cette paroisse située à Yaoundé. Reportage, Marcelin Gransap. Aussitôt réouvert, aussitôt scellé pour une deuxième fois, tel est le sort du temple EPC de Mendon Laodicée, un temple où depuis quelques années, la parole de Dieu a cédé la place à une guerre froide entre deux factions, lesquelles se battent pour le contrôle de l'Église, suscitant une sortie musclée de l'autorité administrative. Cette fermeture a été faite dans le cadre des mesures conservatoires, dans ce que nous appelons le maintien de l'ordre préventif. En effet, depuis un certain temps, une partie des chrétiens de cette paroisse ont opté pour leur autodétermination, alors que parallèlement des pasteurs sont affectés par des organes compétents de cette association religieuse, et toutes choses qui ont débouché sur un conflit entre les deux factions qui, la première fois, ont failli créer une déflagration, ce qui m'a amené à procéder à la fermeture. Une première fermeture qui date du 13 octobre 2017. Entre-temps, les différentes factions ont été invitées à la table du dialogue
aussi bien par le sous-préfet de Yaoundé 6 que la hiérarchie de l'Église. C'est ainsi que le 16 novembre dernier, le Conseil général de l'Assemblée générale de l'EPC a décidé de rétablir dans ses droits le pasteur Evina Jacques Olivier, en demandant au camp d'en face de lui remettre les clés du temple en vue de sa réouverture. Un discours que les dissidents ont balayé d'un revers de la main. Cette décision a été défavorablement accueillie par les dissidents qui ont opté pour la violence. Tel que vous l'avez vu, ils ont occupé l'esplanade du temple pour un affrontement. Notre rôle étant de maintenir et de préserver le bon ordre. Il nous a été donc donné de prendre à nouveau un acte, c'est-à-dire une décision portant fermeture de ce temple jusqu'à nouvel ordre. Nous allons tout mettre en œuvre pour que l'ordre ne soit... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la nouvelle politique du président français Emmanuel Macron axée sur l'Afrique, mettre en marche une nouvelle plateforme de relations franco-africaines pour faire face à un profond sentiment anti-impérialiste français exprimé lors de sa présence à Ouagadougou, la capitale burkinabé, ce mardi. Et l'on note également qu'au-delà de l'annonce de la déclassification des archives françaises sur l'assassinat de Thomas Sankara, le président français s'est entretenu à bâton rompu avec une jeunesse estudiantine africaine préoccupée au sujet de l'avenir du franc CFA, mais aussi son insertion socio-professionnelle, la démocratie sur le continent et les questions de migration clandestine. Ces préoccupations doivent être débattues lors d'un sommet Union européenne-Union africaine auquel prend part le chef de l'État du Cameroun, sommet prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Analyse et décryptage à suivre dans le chapitre politique de ce journal. Et en économie, la société civile s'interroge sur l'existence d'une mine d'or à Ezeka dans le Nyong-Ekele. Elle interpelle déjà les pouvoirs publics sur la nécessité de préserver ces ressources minières en interdisant l'exploitation illégale. Vous les écouterez s'exprimer dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Pour lui, Emmanuel Macron, président français, cette traite négrière observée en ces temps modernes en Libye sont des crimes contre l'humanité. Emmanuel Macron qui s'est présenté devant la jeunesse africaine à Ouagadougou au Burkina Faso comme une génération qui n'a pas participé à la colonisation mais qui a vécu ce moment où le défunt président sud-africain Nelson Mandela s'est exprimé pour marquer et lutter contre l'apartheid. Emmanuel Macron qui veut s'affranchir de la France-Afrique pour construire une nouvelle relation franco-africaine afin de faire face à un profond sentiment anti-français qui s'est exprimé lors de sa visite au Burkina Faso. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo. Pendant 1h40, Emmanuel Macron a démontré son style au Burkina Faso et à l'Afrique entière pour se démarquer complètement de ses prédécesseurs à l'Élysée dans le même exercice. Il a tranché d'entrée de jeu en déclarant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Pour lui, l'époque où la relation entre la France et l'Afrique s'apparentait à celle du maître à l'élève est terminée, surtout que sa génération, tout comme celle de nombreux jeunes Africains, n'a pas connu la colonisation. Je suis, comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je suis aussi d'une génération qui a été impressionné par la détermination de la jeunesse burkinabé à défendre, à 2 reprises, et parfois au prix de sa vie, les acquis de la démocratie et de l'état de droit. S'il a promis de s'engager pour mettre un terme au drame en Libye, il n'a pas hésité à qualifier ce commerce d'être humain de crime contre l'humanité.
Emmanuel Macron a fermement condamné l'extrémisme religieux qui est à la base du terrorisme qui frappe de nombreuses parties de l'Afrique. La gente féminine a occupé une partie importante de ce discours avec sa nécessité d'émancipation et d'investissement pour le développement économique du continent africain. Cela passe aussi, selon le président français, par une démographie de choix pour ces femmes africaines. Macron s'est montré très à l'aise lors de la séance des questions-réponses devant des étudiants peu ordonnés et surtout des questions mal structurées et approximativement élaborées. Dans cet exercice, face à une question sur le franc CFA, Emmanuel Macron est resté sur sa ligne de pensée, à savoir que l'indépendance monétaire des pays de la zone franc ne dépend aucunement de la France. Le transfert de nos fonds, de nos tonnes d'or déposées auprès du Trésor français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Vous avez donc suivi le président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur l'avenir du franc CFA. La présidence du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala rompt avec l'intérim assuré jusqu'ici par le professeur Roland Wandji depuis la disparition en 2011 du professeur Victor Anomangou qui en était le président. Et c'est à la faveur du décret présidentiel du 13 novembre 2017 que le professeur Nalova Pauline Lyonga Egbe a été nommé à ce poste. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le ministre de la Santé publique André Mamafouda a rappelé à la promue les responsabilités qui incombent au Conseil, dont elle a désormais la charge. Il y a deux instances importantes, le Conseil d'administration et la Direction générale. Chacun a un rôle bien défini. Et le président du Conseil a donc la charge de pouvoir conduire les grandes orientations et s'assurer que ces grandes orientations sont mises en œuvre par la Direction générale. Également, il importe que les textes de l'hôpital soient arrimés à la nouvelle loi de juillet 2017 pour qu'effectivement cet hôpital fonctionne suivant les canaux institutionnels préétablis. Et c'est conscient des missions qui sont siennes que le nouveau président du conseil d'administration va succinctement dévoiler les axes majeurs de sa feuille de route. Il faut faire le projet pour que l'hôpital fonctionne comme l'hôpital numéro 1 dans ces sous-régions. Là, il y a beaucoup de choses à faire avec le staff de l'université, avec le staff de l'hôpital. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Titulaire d'un PhD en littérature anglaise obtenu à l'université de Michigan aux États-Unis. Sur le plan professionnel, de 1993 à 1999, elle a été enseignante au département d'anglais à l'université de Boya, puis directrice des affaires académiques dans la même université, où elle sera promue en 2006, vice-recteur en charge de l'enseignement et de la professionnalisation, avant de se voir confier en 2012 les rênes de l'université de Boya. Un flou persiste sur la découverte supposée ou réelle d'une mine d'or située à Ezeka, dans le Nyong-Ekele. La société civile interpelle déjà le gouvernement sur l'urgence des mesures à prendre pour éviter une exploitation illégale si l'existence d'une telle mine d'or est avérée dans le Nyong-Ekele. Des précisions avec Emmanuel Diop, Joël Essengé et Ike Cyril. Une rencontre d'apprentissage par les pairs pour les pays francophones d'Afrique. Voilà qui attire du beau monde au Sofitel Monfébé de Yaoundé. En présence du secrétariat international de l'ITIE, les travaux sont présidés par Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances, premier responsable de ITIE Cameroun. Mais les 12 pays d'Afrique francophone qui mettent en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives présents aux travaux de Yaoundé ont également une oreille attentive sur ce qui se passe à Ezeka, dans le département du Nyong-Ekele, où l'on annonce la découverte d'une mine d'or. On nous a rapporté qu'il y a fait ce gisement qui a été découvert. Mais je voudrais tout simplement dire que les ressources du sous-sol appartiennent à l'État. Et en ce faisant, il y a une procédure qui permet de
d'exploiter. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, est une coalition de gouvernements, d'entreprises, d'investisseurs et d'ONG en vue de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Si découverte de l'or il y a à Ezeka, son exploitation devrait répondre à une réglementation bien précise. On commence par un permis de recherche, on passe à l'exploitation et pour l'exploiter, on obtient un permis d'exploitation en bonne et due forme. Il y a les permis artisanaux qui permettent également à des orpailleurs camerounais d'exploiter l'or. Selon des statistiques, les pays en développement perdent près de 1000 milliards de dollars chaque année en raison de transactions corrompues ou illicites dans le secteur extractif. La transparence étant une source de richesse et non une menace, le gouvernement du Cameroun, à travers le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, devrait voir de près ce qui se passe à Ezeka, où l'on annonce la découverte d'une mine d'or. Se dirige-t-on vers un nouveau blocus de l'intégration régionale économique en Afrique centrale? L'engagement des différents gouvernements pour l'accélération du processus est confronté à une nouvelle fermeture de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale au niveau de Kiossi. Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. Un point noir figurait sur la note d'information portant sur la libre circulation des personnes en Afrique centrale. Même si le rapport fait au ministre ne l'a pas mentionné expressément, il y a que la Guinée équatoriale a récemment fermé sa frontière avec le Cameroun au niveau de Kiossi. Une fermeture qu'on pourrait ranger dans les faits divers, puisque ce n'est pas la première du genre. Sauf que celle-ci intervient au lendemain de l'engagement pris par les États de la CEMAC, y compris la Guinée équatoriale, d'ouvrir enfin leurs frontières à la libre circulation des personnes et des biens. Le représentant de ce pays voisin, présent aux travaux de Yaoundé, n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, alors que de nombreuses questions restent sans réponse à la suite de ce revirement. D'aucuns y voient la suite logique de la réticence dont la Guinée équatoriale a toujours fait montre chaque fois que la question de l'intégration sous-régionale a été mise sur la table. Malgré cette fausse note qui vient diluer l'enthousiasme des populations des États de la CEMAC, les ministres en charge de l'intégration en Afrique centrale ont réaffirmé leur détermination à mettre en place une communauté économique unique. Ce à travers le rapprochement des cadres institutionnels des trois communautés que sont la CEMAC, la CEAC et la communauté économique des pays des Grands Lacs. Au nom du président de la République, le Premier ministre a milité autant que les autres orateurs pour une accélération du processus de rationalisation des procédures d'intégration économique en Afrique centrale. C'est une décision des chefs d'État qui date de 2007. Déjà 10 ans que son implémentation piétine, alors même que plusieurs retombées sont attendues à la fin du processus d'harmonisation en termes de croissance économique, d'accroissement de la compétitivité des économies et d'amélioration des infrastructures de transport, entre autres. Des malfrats ont tenu en respect ce matin des employés et clients d'une microfinance située à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. En l'espace de quelques mois, c'est une 4e attaque dans des microfinances. La forte militarisation de la ville n'empêche pas l'évolution du grand banditisme au grand désarroi des populations. Stella Mbou et Julienne Berthe-Bissaye. Au lieu des food markets, des bandits de grands chemins dictent leurs lois. Nous sommes à Bamenda, région du nord-ouest Cameroun. C'est ici que des malfrats ont tenu en respect employés et clients, leur obligeant de donner leur dû. 2 hommes sont arrivés ici disant qu'ils veulent payer leurs factures d'eau. Je leur ai dit qu'on ne paie pas cela ici. 2 minutes après, un troisième est arrivé et a sorti l'arme, puis me l'a assommé sur la tête. Une attaque au cours de laquelle des blessés graves ont été enregistrés et conduits à l'hôpital régional de Bamenda. Alertés, les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux, s'enquérir de la situation. Les populations, encore stupéfaites, n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. L'un d'eux est descendu en courant
disant qu'on lui cède le passage. Nous ne savions pas que c'était l'un des malfrats. Il est descendu ici avec du sang partout sur lui et cela nous a mis dans la confusion. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais le monsieur avait déjà pris la fuite. C'est après qu'on nous a fait comprendre que c'était l'un des malfrats. Jusqu'ici, rien n'indique si le butin a été emporté. Les responsables font la grande muette. Il faut rappeler que c'est la 4e attaque dans une microfinance en l'espace de quelques mois dans la ville de Bamenda. Où en est-on avec les projets de réhabilitation des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019? Vous le voyez en image, au stade de la réunification de Douala, pas l'ombre d'une entreprise. Dans ce stade, la vieille cuvette de Bépanda attend le début des travaux de rénovation en vue de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Aucune indication sur la date du début des 10 travaux. Le stade est hermétiquement fermé. L'état désastreux des voies d'accès traduit l'ampleur des travaux à réaliser. Le stade de la réunification est l'un des sites retenus pour la CAN 2019 et qui doit être rénové par une structure canadienne selon les premières annonces des pouvoirs publics et rien n'a débuté jusqu'ici. Restons en sport. Il est le seul Camerounais encore en course pour le Ballon d'Or africain 2017, Vincent Aboubakar. Quelles sont ses chances de réussite alors que le meilleur joueur de la CAN 2017 a été éliminé dans cette shortlist? On voit tout cela avec Emos Fongo et Gladys Sidi. Ils étaient 3 Camerounais au départ dans la liste de 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2017. 2 ont été recalés, Christian Bassogog et Fabrice Ondoa, dont les performances durant la CAN 2017 au Gabon ont marqué les esprits. Christian Bassogog avait d'ailleurs été élu le meilleur joueur de la CAN 2017. Mais les performances en dents de scie de ces 2 lions indomptables dans leur club ont joué en leur défaveur. Seul Vincent